Ne devenez pas le Vinted de Airbnb. Visez plus haut, visez le Mercure. Ils sont là On va pourquoi? se faire des copains avec cet épisode, hein, moi je vous le dis. Hein. Oui. On aurait Bah, peut-être t'as pu pas l'humour, commencer il y avec aura. un truc plus je vous donne des conseils plutôt que je vous marave la gueule. Hein. Mais on va en faire un deuxième hein, dans la foulée. Mais non, parce qu'il faut ça, il faut des épisodes un peu comme ça, les gens ils aiment bien. Oui, mais peut-être pas le premier. Hein, parce que comme tu dis, moi quand j'arrive, on dit oh, bah, t'as pas l'air très drôle comme garçon, mais après quand on discute un peu, ouais, moi j'aimerais bien avoir l'air un peu plus drôle, tu vois, au début, parce que ça éviterait que les gens me fassent la gueule au début. Bonjour et bienvenue dans le podcast Esprit BNB. Je suis en compagnie de mes acolytes Lauriane et Maxime. Moi, c'est Samy. Et aujourd'hui, un épisode, donc l'épisode numéro 1, qui va être sur la professionnalisation de la location courte durée. Je vois passer très souvent sur les groupes Facebook des posts qui on peut le dire, hein, on est entre nous, hein, des posts qui m'horripilent sur le métier de la location courte durée. Enfin, moi je dis que c'est un métier. Beaucoup dans ces groupes-là n'ont pas la même opinion que moi. Et là, voilà, c'est l'épisode qui va nous permettre d'en débattre un petit peu avec mes acolytes. Ils ne connaissent pas le sujet, donc du coup, dans Esprit BNB, ça va être ça. C'est chacun va proposer son sujet et on va en débattre en direct, soit tous les trois, soit avec des invités. Donc là, on est tous les trois pour ce premier épisode. Je vais laisser la parole à mes acolytes pour qu'ils puissent peut-être parler un petit peu, introduire aussi un peu le sujet. Introduire le sujet, ouais, ok. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, à partir du moment où il y a un échange d'argent, ça devient commercial et donc c'est professionnel. Donc, d'où l'intérêt de se professionnaliser. Mais j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. C'est ça. Maxime, si tu veux rajouter peut-être des choses, toi, de ton côté, pour l'introduction. Bah, pour l'intro, effectivement, Airbnb, ça a peut-être commencé sur un mode amateur, mais penser qu'aujourd'hui on reste sur ce mode amateur, pour moi, c'est aussi une erreur. Comme dit Lauriane, à partir du moment où il y a une transaction, on fait pas forcément les choses de manière en amateur, quoi. Donc il faut un peu se professionnaliser, je pense. Après, peut-être qu'on a des visions différentes sur le niveau de professionnalisation. C'est exactement ça. En fait, on cherchait un sujet pour cet épisode-là. Et en fait, cette semaine, je suis tombé sur pas mal. Et c'est en chaîne, hein. Aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment en chaîne sur les groupes Facebook de personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre des voyageurs sur des questions vraiment qui sont en plus légitimes pour le voyageur. Et là, typiquement, ce qui s'est passé, une personne met sur un groupe Airbnb une capture d'écran d'une conversation qu'il a eue avec son voyageur. La personne disait en toute gentillesse, il n'y avait pas du tout de méchanceté dans ce message-là, qu'ils n'ont pas pu dormir puisqu'ils se sont fait piquer et qu'ils ont dû partir du logement, mais qui comprenaient, il y avait peut-être des puces de lit, mais qui comprenaient que c'était pas de la faute de l'autre en fait, et que ils préféraient le dire. Même pas de demande de remboursement ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un message très, très gentil. Et l'autre répond très sèchement, le cas typique d'une personne qui veut se faire rembourser, je ne marcherai pas. Donc moi, ça m'a choqué. D'ailleurs, je l'ai dit sur ce groupe, et d'ailleurs, ça m'a valu quelques messages un peu virulents. D'ailleurs, je vais en parler. Pour moi, il n'y a même pas eu de bénéfice du doute. Il y a même pas eu, voilà, quand pour moi, il y a un problème de communication. Au moins, on donne les bénéfices du doute, on vérifie avant de dire que c'est pour se faire rembourser. En plus, il n'y a même pas eu de demande de remboursement. Au final, après coup, il n'y a même pas eu de demande de remboursement du tout. Et du coup, je me perds dans mes idées. Je me perds dans mes idées. Mais la réaction de l'autre n'était pas adaptée pour moi. Et c'est là où je me suis dit, on arrive vraiment, on est des professionnels. Donc, on réagit comme des professionnels. Non. Je vais rebondir sur ton propos, Samy, sur le fait d'être professionnel ou le fait d'être amateur, mais même le fait d'accueillir quelqu'un chez soi. La première chose à faire, c'est que, à mon sens, si on te dit qu'il y a eu des punaises de lit, c'est ne serait-ce que d'aller vérifier, parce que si c'est pas vrai, au moins t'en as le cœur net, mais si c'est vrai, t'as tout l'impact sur les voyageurs qui viennent après. Donc, négliger ce retour client en disant il essaye de m'arnaquer, et si tu perds 3 clients derrière, en fait, quel a été le gain, en fait? Et il faut toujours regarder ça. Donc le côté professionnel, ça aurait été de se dire, ok, peut-être que je me fais bananer, et c'est aussi le jeu, c'est comme ça, mais par contre, il faut quand même que j'en ai le cœur net, il faut aller vérifier.
en personne ou envoyer quelqu'un de ses équipes, mais il faut prendre en compte ce retour client. Si on n'écoute pas le client, à qui on a vendu quelque chose, qu'on n'écoute pas son retour, mais comment ça va être après pour des choses très sérieuses, pour faire évoluer ses process, comment, à partir de quel moment, où est-ce qu'on met le curseur, si un client dit le lit il n'était pas bien, à partir de quel moment vous vous dites oui il est peut-être un peu usé, il va falloir le changer, il va falloir réinvestir. En fait, quelle place vous donnez à l'écoute client. Voilà. Et cette écoute client, ça rentre dans un cas de professionnalisation. Si demain vous faites ça en mode amateur, bah, à mon avis, oui, ne pas écouter le client, bon, c'est à vos risques et périls, parce que même en mode amateur, quand on accueille quelqu'un chez soi, on a quand même à cœur, je pense, qu'il soit bien reçu. Donc c'est sur ce point, c'est d'aller vérifier. Alors, on a à cœur, mais aussi même en mode amateur, en fait, on est noté, qu'on soit professionnel ou amateur, on est tous notés sur la plateforme. Donc effectivement, je pense que le voyageur va faire la différence entre un appart plus professionnel et une résidence principale. Mais n'empêche que s'il n'est pas content en parlant du sommier, s'il est de mauvaise qualité, si ça fait 20 ans qu'il est là avec le gros trou au milieu et tu te roules l'un sur l'autre, c'est clair que tu vas te la reprendre, la remarque. Donc ça aussi, finalement, à cause de cette note, on a tout intérêt, que ça soit plus professionnel ou pas, à faire attention et à être à l'écoute, en fait. C'est exactement ça. Ça me permet de rebondir sur un sujet avec Samy. On a déjà eu l'occasion d'en discuter sur un autre commentaire qu'on a eu sur une personne qui, pareil, se plaignait d'être sollicitée par ses voyageurs. Alors, bien entendu, il y a des voyageurs qui abusent. Bien entendu, il y a des horaires aussi où on est plus ou moins disponible. C'est vrai qu'entre 22h et 6h du matin, c'est quand même compliqué d'être disponible. Et les clients qui recherchent ce genre de disponibilité, donc peut-être mieux qu'ils s'orientent vers un hôtel avec un room service, avec une réception. Mais se dire que quand on a une location en Airbnb, on ne doit jamais être dérangé, c'est aussi se mettre un peu le doigt dans l'œil, je trouve. Il y a des manières, pareil, on parlait de professionnaliser, de professionnalisation, il y a des manières d'automatiser certains messages, d'avoir peut-être réponse à des questions fréquentes en mettant à disposition un FAQ, un guide d'accueil, mais c'est aussi se dire que quand il n'y a pas de problème à gérer, il n'y a pas de business. Donc si demain vous lancez une activité de location courte durée en vous disant que ça va tourner tout seul sans intervention, ça peut pas marcher, parce que sinon, on va être clair, tout le monde le ferait. Aujourd'hui, on génère de la valeur ajoutée, on génère de l'argent sur les problèmes qu'on est en capacité de résoudre, et pas uniquement en répondant à un besoin. Mais c'est exactement ça, en fait. Oui, vas-y, rebondis. Je voulais juste rebondir sur une chose. Alors effectivement, par rapport aux horaires, je pense, alors qu'il y a dans ce cas toujours deux catégories de personnes. Tu as celles, donc on parlait, qui se professionnalisent, parce qu'on est quand même, il y en a beaucoup qui finalement vont faire des entrées automatiques. Quand tu finis en entrée automatique, tu as des voyageurs qui vont venir à 23h, à minuit, et qui peut-être à ce moment-là ont des questions, ou vont pas réussir à ouvrir la porte, je ne sais quoi. Tu as toujours ce genre de choses-là. Donc effectivement, quand c'est ça, mais quand tu es un hôte avec une entrée automatique, pour moi, tu te dois d'avoir le téléphone pas loin. Tu peux pas te réveiller le lendemain matin à 8-9h et dire « Ok, là, je lui réponds ». Parce que ça se trouve, en fait, ton client, parce que c'est un client, vu qu'il a payé, il n'est jamais rentré dans ton appartement, il n'a pas réussi. Non, mais c'est tout con. Par contre, si tu veux pas avoir ces soucis d'horaire et si tu as envie de couper ton téléphone à une certaine heure, alors dans ce cas-là, tu fais de l'accueil physique. Et là, c'est totalement différent. Et là, tu mets des horaires, c'est de telle heure à telle heure, on arrive dans le Airbnb, on part de telle heure à telle heure, point barre, et tu es disponible entre les plages horaires de l'heure d'arrivée du matin et l'heure de départ du matin, l'heure d'arrivée le soir éventuellement. Et puis le reste du temps, tu es peinard, quoi. C'est exactement ça. Je pense que c'est deux façons de voir les choses. Ouais. Il reste une troisième voie. Oui. Il reste une troisième voie. Non, mais la troisième voie. La troisième voie, c'est ou sinon tu payes quelqu'un. Tu payes quelqu'un pour être disponible. Oui, c'est ça. Mais on parlait de professionnalisation, donc une conciergerie. Si tu prends un sous-traitant pour gérer tes questions, les conciergeries les conciergeries, excuse-moi Maxime, mais les conciergeries ont des plages horaires également. Et rares sont celles qui en fait, c'est pas leur appartement, donc du coup, elles sont pas aussi impliquées, je trouve. Alors, ça dépend desquelles. Parce que moi, j'en ai une sur Strasbourg, presque 24/24.
ils répondent. Alors, je ne sais pas combien de temps ils vont tenir, ou alors ils sont à plusieurs et ils se font des astreintes, parce que ça serait une bonne idée en conciergerie de se faire des astreintes pour se dire, bon, bah, ok, moi, pendant une semaine, je me stresse avec le téléphone, la semaine d'après, c'est le collègue. Parce que, ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Tu dis qu'en fait, ils sont moins impliqués parce que c'est pas leur bien. Ben ouais, mais c'est quand même leur chiffre d'affaires aussi. C'est leur business, donc ils ont tout intérêt à ce que ça fonctionne. Ça pourrait être d'ailleurs un prochain podcast. L'idée d'un prochain podcast, parce qu'en fait, sur les conciergeries, nous, on en voit passer pas mal dans nos clients. Et en fait, et puis même en tant qu'investisseur, on voit... l'implication des conciergeries, alors tout va bien au début, hein, bien sûr, tout va bien quand la conciergerie vient de se monter, ils veulent faire ça aux petits oignons, donc du coup tout est ok. Et, au bout d'1 ou 2 ans, ça commence vraiment à se gâter. Et l'implication n'est pas du tout la même qu'au début, clairement. Là où j'en reviens, non, là je peux donner mon expérience, parce que moi ça fait 20 ans que je suis à mon compte avec diverses entreprises, comme j'avais expliqué dans l'épisode 0. Et j'ai souvent connu ça, dès qu'il y a une espèce de brèche, dès qu'il y a un engouement pour quelque chose, ça commence à fonctionner. Il y a plein de gens qui vont venir dedans. Donc, il y a plein de gens qui viennent dans le Airbnb, il y a plein de gens qui viennent dans la conciergerie, mais c'est des gens, on leur vend un petit peu sortir de la rat race, mets-toi à ton compte. Mais d'un autre côté, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la plupart de ces gens-là n'ont jamais été à leur compte avant, n'ont pas eu d'entreprise. Et en fait, il y a du boulot derrière. C'est pas tu te lances et tu y vas. Et souvent, le problème, alors ces gens-là, à chaque fois, quand ils arrivent, ils te nique, excusez-moi, il te bousille un petit peu le marché, il te bousille un peu le marché, mais je les connais depuis 20 ans, alors à chaque fois, tu as une période d'1 ou 2 ans où tu es saoulé parce qu'ils sont là, et ils foutent tout en l'air pendant 2 ans, et pour le coup, ils arrivent, comme ils ont peur de ne pas réussir, et qu'ils ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, ils vont descendre les prix, ou alors ils vont faire le même prix mais avec des moins bonnes prestats, enfin peu importe, mais ils vont se planter, mais ils vont rester là pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'économie ou jusqu'à ce que psychologiquement ils en puissent plus, même s'ils y arrivent. En fait, il faut avoir le mental d'un entrepreneur, hein. C'est difficile. Donc de se dire qu'on est presque tout le temps dispo, c'est pas... Il y a le côté liberté, mais il y a ce côté aussi plus difficile. Et en fait, on le voit bien là avec beaucoup qui se lancent dans le Airbnb et qui auraient besoin de se professionnaliser aussi. Et c'est exactement ça. En fait, il y a eu une grosse vague ces dernières années là, de location courte durée, hein, parce que en fait, c'était la mode. Enfin, c'est vrai, c'était la mode. C'était de l'argent qui est pas facile. On l'a vendu comme de l'argent facile, je trouve. Alors que derrière, il y a quand même un sacré travail pour différencier son logement, pour pouvoir communiquer avec le voyageur, trouver du personnel de ménage, la maintenance des appartements, parce qu'un appartement en location courte durée vient s'abîmer beaucoup plus vite. Après, tout ce qui est administratif et gestion comptable, etc., c'est énorme quand on en a 2, 3, 4, hein, ça commence à devenir, ça devient une activité. Alors, je peux comprendre qu'un appartement, ça peut aller, mais quand on veut scaler, on est obligé de mettre en place des process. Et pour revenir du coup à ce commentaire du coup sur ce groupe-là que j'ai évoqué au début, moi j'ai répondu que la manière de répondre à ce voyageur n'était pas adaptée, que pour moi ça allait plutôt se retourner contre l'autre, hein, puisqu'en fait là clairement, et en plus Airbnb a une preuve écrite du manque de respect, mais un peu manque de professionnalisme, manque de professionnalisme de l'autre, hein. Et là, une preuve, voilà, moi en tant que voyageur, je reçois ce type de message, clairement je dénonce l'annonce, je fais en sorte que du coup l'autre soit puni, parce que là c'est irrespectueux pour moi, et du coup moi je réponds ça, et plusieurs personnes me répondent oui, mais non, Airbnb n'est pas un métier, ce n'est pas professionnel, enfin c'est pas une activité professionnelle, on vient là nous pour comment il a dit ça, enfin comment ils ont dit ça, c'est un complément de revenu, en gros. Ça, oui, ouais, alors mais peut-être t'en que as pour beaucoup, certaines hein, personnes, c'est un t'as complément de revenu. des compléments de revenus partout, en fait, aujourd'hui. Voilà. Tu vas chez ton boulanger acheter du pain, tu sais pas si c'est son activité principale ou Bien sûr. très probablement. Ouais, et puis... Mais si demain, ton boulanger, il gagne au loto, mais qu'il décide de garder sa boulangerie, ça lui rapporte peanuts par rapport à ce qu'il a gagné au loto. Par contre, t'attends pas à ce qu'il crache dessus si tu lui dis votre pain il a été trop cuit. Voilà. C'est toi, ça. Toi tu payes. Et puis on l'entend et on juste. parle d'une baguette à 1 euro. Hein.
Tu entends complément de revenu, en fait. Complément de revenu, c'est clairement... Enfin, je veux dire, c'est pas autre chose, je trouve pas mes mots, mais complément de revenu, bah, c'est un deuxième revenu. Et donc, un deuxième revenu, c'est un travail. C'est un travail. Et puis, C'est un travail. Et en fait, c'est pas parce que c'est un complément de revenu que tu dois, que tu dois être. Non, et puis, il faut se placer quand même côté client. Hein. Déjà, on parle de client. Hein, c'est pas pour rien. Et si vous prenez, je sais pas moi, une nuit à 60 euros, 70 euros, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Sur votre mois, c'est peut-être qu'un complément de revenu. Mais la personne qui a payé 60 ou 70 euros, eh ben, elle les a sortis. On ne sait pas combien ça représente dans son budget. Peut-être qu'en fait, c'était le week-end qu'elle s'est accordé en famille. Et proportionnellement à son train de vie, c'est quelque chose d'énorme. Vous ne pouvez pas définir que, comme vous, c'est un complément de revenu, comme c'est un complément qui ne représente qu'une petite part de vos revenus, et ben en fait, c'est une petite part des dépenses des gens qui viennent chez vous. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas possible. Et si vous prenez les grands groupes industriels du CAC 40, vous croyez qu'un énorme propriétaire d'une grosse boîte, tous les services annexes qu'il va proposer, et il y a de l'hôtellerie dedans. Ça lui rapporte pas. C'est pas l'hôtellerie, c'est pas ce qui va lui rapporter énormément, puisque ce qui va lui rapporter dans l'hôtellerie, c'est le foncier. C'est pas l'activité d'hôtellerie, c'est le foncier, c'est la pierre. Bon, mais vous croyez qu'il va traiter ses clients de la mauvaise manière comme ça parce que ça ne représente qu'une partie de sa richesse? Non, ce n'est pas possible. Un complément de revenu, ça ne signifie pas pour autant que les gens qui vous payent, c'est une petite part. Non, ils viennent pour un service. Si vous éditez une facture, c'est quelque chose de professionnel. Sinon, après, il faut aller faire des vides-greniers. Non, mais tu sais quoi, moi à chaque fois quand je lis, parce que comme disait Samy, on en voit de plus en plus comme ça sur des groupes, ce genre de commentaires, moi ça m'hérisse les poils, parce que pour le coup finalement ces gens-là veulent rester dans le move, on est des particuliers et on accueille d'autres particuliers, mais ils veulent quand même rentrer le pognon. Hein, ils vont pas cracher dessus. Et en général, ils vont pas avoir des nuits à 40 balles. Ils vont plutôt être aussi... Enfin, ils vont regarder la moyenne. Ils vont être dans la moyenne. Et dans ce cas-là, moi, alors je le dis pas encore. Alors j'en profite pour le dire dans le podcast. Je l'ai pas dit sur les groupes parce que j'ai pas toujours le temps d'être sur les groupes. Mais dans ce cas-là, il existe d'autres moyens d'accueillir des gens, comme par exemple Home Exchange. Moi, ça fait des années que je voyage avec ce système-là, où c'est l'échange de maisons. Je reçois des points quand les gens viennent chez moi. Avec ces points-là, je voyage ailleurs. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup moins exigeante parce qu'il n'y a pas cette notion d'argent. À un moment donné, sur Airbnb, il y a une notion d'argent. Ah bah bien sûr, tu as une notion d'argent, tu déclares ce que tu touches, tu déclares en BIC, enfin voilà. Non, mais quand tu les entends, tu as l'impression qu'ils font du bénévolat presque. Mais non, en fait, t'as touché du pognon, quoi. Bon, c'est clair, vraiment, c'est... Et puis ils sont là pour quoi? Non, mais voilà, c'est... j'ai perdu le fil de ma discussion. Je sais plus ce que je disais. On parlait Non, mais qui rentre de la thune et qu'à un moment donné, c'est pas du bénévolat. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, au bout d'un moment, puis il y a aussi, on est tous là pour gagner de l'argent, quoi. Voilà, et il y a une notion aussi, ça me permet de rebondir aussi sur un phénomène de mode, mais aujourd'hui, on revend aussi beaucoup en seconde main, et je le vois avec Vinted, où les gens vont faire des paquets un peu dégueulasses et tout, mais ils vont revendre en seconde main à des prix qui sont cassés. Hein. On vend de l'occasion à des prix cassés. Et considérer qu'on ne se professionnalise pas parce qu'on vend à prix cassé, je veux bien, parce qu'en fait, on gagne pas énormément d'argent, on peut mettre ça dans une boîte à chaussures dégueulasse, la scotcher et envoyer ça comme ça. Mais à partir du moment où on commence quand même à réaliser des marges assez confortables, que on se crée du patrimoine et que on est dans une démarche de qualité avec des notes qui sont sur Airbnb et que notre business dépend de tout ça, se dire bah non, je suis un peu comme Vinted, ça passe. Non, ça passera pas. Vinted, vous cassez vos prix pour vendre des vêtements. Certains ont trouvé un moyen de faire de l'argent, mais dans 80% des cas, on fait de la seconde main. Airbnb, on fait plus de seconde main. C'était peut-être le cas au départ quand on mettait, parce que Airbnb, c'est Air Bed and Breakfast. Et le Air, c'était pour les matelas pneumatiques. Alors c'est sûr qu'à l'époque où vous mettiez à dormir quelqu'un sur un matelas pneumatique dans votre salon ou dans une chambre d'amis, pas de problème pour faire des choses pas carrées. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Si vous payez pour dormir sur un matelas pneumatique,
avoir une salle de bain dégueulasse et des serviettes pas propres, excusez-moi, c'est pas plus de 10 euros la nuit. Hein. Pour 100 € la nuit, bien sûr. Hein. Non, mais bien sûr. Ou à Monaco, peut-être. Sur le Mais, T'as le vu. Non, mais c'est clair. Ne devenez pas le Vinted de Airbnb. Visez plus haut, visez le mercure. Voilà. De toute façon, les Vinted du Airbnb sont amenés à disparaître avec tout ce qui se passe, avec la professionnalisation du métier. On voit maintenant des appartements qui sont vraiment. Il faut pas que les Vinted du Airbnb disparaissent parce qu'il faut qu'il y ait une large gamme de prix. Il faut que quelqu'un qui cherche un hébergement pour pas cher, parce que l'idée c'était ça Airbnb à la base, c'était de trouver des hébergements pas cher. On allait là-dessus parce qu'on pouvait trouver moins cher qu'un hôtel. Donc il ne faut pas que les gens, qu'on arrête les mecs qui ont des petits studios avec un canapé tout lambda, machin. Si tu fais un petit prix et que ta déco elle est dégueulasse, mais qu'en fait ça permet à quelqu'un d'être hébergé pour une nuit pour pas cher, il faut que ça continue. Si tout le monde y trouve son compte. Mais si quelqu'un a un peu plus d'argent et qui veut dormir dans un appart à thème, il faut aussi que ce soit valorisé. En fait, il faut que ça corresponde. Et donc il y a une question de positionnement et de prix. Si tu as un positionnement prix, on va dire dans la moyenne haute, tu peux pas te permettre d'avoir un niveau de qualité de service dans la moyenne basse. Sinon, tu vas te faire allumer par tes clients. C'est exactement ça. Voilà. Et en même temps, tu ne vivras pas très très longtemps, quoi. C'est ça. Tu vas avoir quelques mois et ça sera foutu après, quoi. Mais je pense qu'il faut tous les prix aujourd'hui. Je vais pas dire de toutes les qualités. Il faut pas non plus faire de la sous-qualité, mais faire du très simple pour des prix très abordables. Si tu prends, moi j'aime bien comparer par rapport au groupe Accor, tu vas dans un Ibis Budget ou tu vas au Mercure ou au Sofitel, c'est pas la même qualité de service. Par contre, c'est pas les mêmes prix non plus. Mais si tu regardes la qualité de service qui est offerte dans un Ibis Budget, on n'est pas non plus dans un hôtel miteux où tu veux, en théorie, pas tous. Mais après, tu restes quand même dans un hôtel. Il y a quand même beaucoup de gens qui, dont moi j'ai horreur d'aller à l'hôtel. Je trouve ça complètement impersonnel, je trouve ça froid. Quand tu as des enfants, c'est compliqué. En plus, là, ils deviennent c'est des ados maintenant, les miens. Donc, c'est pas une chambre qu'on réserve, mais c'est 2 si je dois aller à l'hôtel, tu vois. Donc, oui, non, mais c'est aussi l'avantage. C'est pas hyper fun. Donc, c'est pour ça que je préfère largement, moi, voyager, trouver un appart, trouver une maison. C'est en ça que doit répondre aussi, quand on parlait de se professionnaliser, c'est aussi se professionnaliser, c'est connaître sa cible, se dire qui je vais attirer dans mon logement et comment je vais pouvoir répondre aux besoins de cette cible en apportant les services adéquats. Si tu as un logement avec 2 chambres et que tu sais que tu vas attirer des familles, tu vas peut-être mettre un lit parapluie, tu vas peut-être mettre une table à langer parce que potentiellement tu vas pouvoir attirer des familles. Si tu as un studio en plein centre-ville à côté d'un palais des congrès, si tu peux aménager un petit coin de travail avec la boxe, avec un cordon filaire, c'est parfait parce que tu sais que tu es plus amené à attirer des professionnels en déplacement. C'est tout ça. Mais ça, c'est parce que tu as une vision professionnelle de ton business. C'est parce que déjà, tu as ciblé, tu te positionnes par rapport à ce que tu peux faire et tu t'adaptes par rapport aux besoins de ton marché. C'est ça en fait. Aujourd'hui, comme tu dis, de faire comme le voisin parce que lui, ça marche bien, ça marche plus trop parce qu'en fait, on se copie les uns les autres. Moi, je vois dans ma résidence, par exemple, là où j'ai mes appartements, dès comme moi, maintenant, il y a... du coup, moi, j'essaie clairement de sortir du standard et d'aller sur des appartements un peu plus à thème, on va dire, avec une touche un peu plus... thématique qui va différencier mes appartements de tout ce qu'il y a dans la résidence mais il y en a qui l'ont pas compris encore. J'ai visité un studio il y a pas très longtemps d'une personne qui vient d'acheter, qui vient de finir ses travaux. En fait, l'appartement est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais identique par rapport à ce qui est au marché. Donc du coup, tu retrouves l'hôtel en fait. Ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir une guerre des prix. Avec tout cela, les gens ils vont choisir par rapport au prix, parce qu'en fait ils vont se dire bah oui, mais quelle est la différence entre lui et lui? Alors moi je te coupe. Dans un premier temps, ils vont choisir par rapport au prix, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc ça va un peu te les casser pendant un petit bout de temps, mais même s'ils choisissent par rapport au prix, après ils vont être dans l'appartement et ils vont se rendre compte que cet appartement il est pas si ouf, ou alors ils vont se rendre compte que finalement le service il est pas si ouf, que la personne elle répond pas forcément au téléphone, qu'elle répond de façon désagréable, tu vois. Il va y avoir tout ça. Donc, pendant un certain temps,
ça va t'embêter. Et puis finalement, ça va réguler, le marché, il va réguler. Et ceux qui étaient un peu plus pros, comme toi, ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont serré les dents aussi, parce qu'il y en a plein qui vont jeter l'éponge en se disant, en fait, dès que là, ça va pas, dès que je dois baisser mes prix, dès que les clients sont pas contents, je jette l'éponge et je me remets pas en question. Donc toi, qui pour le coup te remets en question, toi qui essayes d'aller plus loin, eh bien, pour le coup, serre les dents et puis tu vas t'en sortir. Enfin, c'est comme ça que tout le monde va s'en sortir quand tu es un professionnel, quand tu es entrepreneur dans l'âme, quoi. C'est ça, en fait. Exactement, c'est exactement ça, en fait. On le voit, de toute façon, on le voit en ce moment. La location courte durée marche toujours autant pour ceux qui savent faire. Encore une fois, mon cas hein, j'ai dans la même résidence, j'ai des amis, on va dire, qui ont des appartements, ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Ils ont des trous. Moi, j'ai aucun trou. Et pourtant, mes prix sont... Enfin, je veux dire, je ne casse pas les prix du tout. Mais j'ai mis en place quelque chose... Enfin, j'ai mis en place des process derrière. J'ai du revenu management. J'ai des outils qui me permettent de libérer des nuits quand elles sont libres. Enfin, des nuits orphelines. J'ai un site internet ou un référencement spécifique qui me permet d'attirer également des professionnels, des étudiants qui sont là pour la semaine, pour le mois même. J'ai là en ce moment, sur 2 de mes appartements, j'ai des personnes qui restent 1 mois et demi chacune. Et je leur ai pas fait de tarif. Alors bien sûr, on a fait un forfait, mais le forfait, il est à 1 500 €. Je veux dire, pour un studio de 18 mètres carrés, on est bien. Mais en fait, ils avaient un besoin urgent. J'avais de la dispo à ce moment-là. Je réponds à leurs besoins, le logement leur convient, parfait. Mais du coup, collègues dans la même résidence que moi, eux, ils sont pas visibles, ils sont visibles que sur Airbnb. Donc ils n'ont pas tout ça, donc ils n'ont même pas de revenu management, ils sont noyés dans la masse, ils sont complètement noyés dans la masse. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, ils ont 20-30 annonces sur le même secteur. Alors il y aura des spécificités, mais sur les studios dans le coin, c'est tous les mêmes, voilà. Et ça me permet de rebondir sur un truc, quand tu parles de revenu management, donc d'adaptation automatique des prix, dynamique des prix. Moi, je vois, il y a une erreur aussi qui existe dans cette adaptation dynamique. Je sens que c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, les prix sont... Les prix sont adaptés dynamiquement, automatiquement par rapport au marché et non pas à la spécificité du logement. Et si tu as un logement qui est, on va dire, premium et que tu te mets par rapport au marché ou légèrement un peu plus, tu corresponds à la qualité que tu proposes. Mais ceux qui n'ont rien de distinctif, comme tu dis tout à l'heure, qui n'ont pas encore pris le virage de faire des choses à thème ou d'avoir des services en plus, si tu te mets dans la moyenne, en fait, tu vas t'invisibiliser. C'est-à-dire que, comme tu parlais, aujourd'hui, les gens, quand tout le monde va être pareil, tu vas regarder par rapport au prix. Et donc, si tu te différencies pas par la qualité, il faut que tu te différencies par un autre levier, et ça va être, ce qui se voit, c'est le prix. Et donc, soit tu te dis, je vais baisser mes prix, comme ça, je vais être visible et je vais remplir. Et ça, c'est aussi une stratégie, hein. Il n'y a pas de stratégie moins bonne que d'autres. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Mais si tu baisses pas ton prix, les gens qui vont chercher par rapport à un curseur, en se disant, moi, je veux par exemple 40 € la nuit, mais que toi, tu as automatisé au prix du marché. En fait, ces gens-là, ils ne cherchent pas des appartements à thème, ils cherchent un prix. Et ils te voient pas. Voilà. Et ils te contactent pas, et tu ne loues pas. Et toi, tu te retrouves avec des trucs au même prix que toi qui vont être sur une qualité supérieure. Donc, en fait, tu joues sur le mauvais tableau avec les mauvaises cartes. Donc, clairement, tu n'attires pas les gens. Et ça, c'est quelque chose, le revenu management, le yield management, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'adapter ses prix par rapport à la moyenne d'un marché, c'est une moyenne, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie, c'est une statistique. Et quand on se base par rapport à une statistique, on se trompe. Sinon, on aurait des moitiés d'enfants avec nous. Hein. Statistiquement, on a 1,7 enfants par couple en France. Moi, je suis désolé, j'en ai pas 1,7 à la maison. Voilà. Et les statistiques, c'est ça. C'est soit, je crois qu'il y a une statistique en France, c'est 99% des gens ont plus d'une main. Tu vois. C'est plus de la moyenne des gens ont une main. Mais non, mais c'est qu'en fait, il suffit que tu aies une personne sur une population aussi énorme que tu veux, qui n'est pas le critère, t'es pas à 100%, donc du coup, tu peux faire dire ce que tu veux à des statistiques. Donc si toi, bien sûr, oui. Donc, non, mais ouais. Voilà.
Donc du coup, il faut bien prendre en compte ça en considération et il faut avoir une vision professionnelle, une vision vraiment business. Parce que si on se base en amateur avec le doigt mouillé, bah, il vaut mieux louer. Si vous louez un cabanon dans votre jardin, je parle pas d'un cabanon, je parle d'un bungalow. On va dire un On va quand même monter bungalow. du matelas gonflable en bungalow, mais quand même, c'est déjà Non, non, mieux. non. C'est ça, on avait- Non, mais vous avez mis une box, un box dans votre jardin, les espèces de containers. Mais vous accueillez les gens vous-même, ils partagent, ils jouent avec vos animaux de compagnie. Ça existe encore ce genre de choses. On peut être sur quelque chose de plus amateur, un peu comme un gîte. Un gîte aujourd'hui, ça va être. Mais si vous faites de l'accueil avec des boîtes à clés, des messages automatiques, des règlements intérieurs. Vous avez un règlement intérieur, je suis désolé, vous êtes professionnel. Non, mais c'est clair. Si vous imposez aux Moi, je voyageurs rebondis des juste règles, encore c'est professionnel. sur Ah oui, l'histoire pour- des prix, où enfin, je suis un petit peu moins d'accord en disant ça dépend de ta stratégie, parce que finalement, tu disais baisser son prix pour pouvoir avoir un taux de remplissage plus élevé, ça peut être une stratégie. Ben moi, je suis pas vraiment d'accord. Je me dis plutôt je préfère, alors dans ce cas-là, louer moins souvent, mais au prix que je me suis fixé, parce que pour le coup, il y a moins de boulot derrière, moins d'entretien, moins de ménage et tout Ouais. ça, mais et j'ai quand même ma renta. Après, oui, il faut travailler sur d'autres choses pour augmenter la renta et pour louer plus Pour souvent. augmenter tes prix, Mais il faut que ce effectivement- soit corrélé à quelque chose. Tu peux pas c'est ça. augmenter tes prix. Moi, je te parlais de baisser tes prix pour assurer ton taux de rentabilité. C'était pas ton taux de remplissage. C'était pas par rapport à la rentabilité ou quoi que ce soit. C'était vraiment par rapport au bien en lui-même. C'est-à-dire que si tu as un positionnement prix qui est trop haut par rapport à ton logement, Oui. il vaut mieux Ouais. baisser ton prix que de se dire Oui, je ça, c'est préfère vrai. travailler moins. C'est sûr. Et C'est sûr. ceux qui Dans ce viennent, cas- ouais, et clairement. ceux qui viendront, tu auras une dissonance claire entre l'attente qu'ils ont et la réalité de ce qu'ils vont ressentir. Et ils vont avoir payé un prix cher pour quelque chose qui ne va pas répondre aux critères. Ouais. C'est un peu comme les hôtels qui vont quadrupler, quintupler leur prix, parce que moi je le vois, je suis à Bordeaux, il y a le stade de foot, enfin le stade, quand c'était l'Euro en 2016, la nuit à l'Ibis Budget a été à 250 euros. Bah, alors certes, tu as envie de dormir, mais 250 euros pour un Ibis Budget, c'est... Maxime, là, il a... Attends, nous ici, on a le marché de Noël à Strasbourg. À Strasbourg, quand il y a le marché de Noël ou Colmar, nous, les prix, c'est du x3. Et là, par contre, il n'y a pas que les Airbnb professionnels qui le font. Il y a tout. Tu as aussi ceux qui louent, parce que finalement, tu as les Airbnb, tu as les personnes qui font ça en bénévolat. Je rigole. Mais finalement, ces gens-là, quand ils ont le droit à leurs 120 jours, vont utiliser le mois de décembre pour faire des nuits à des prix de dingue. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans le futuroscope, je l'ai dit à l'épisode 0. Et en fait, on voit un pic en fait, de location courte durée pendant l'été, par exemple, pour le parc. Et après, ça vient se réguler parce qu'en fait, les gens remettent leur logement en location étudiante pour les 9 mois de l'année. Et hop, ça repart après l'été. En fait, il y a une saisonnalité du nombre d'offres. Il y a une saisonnalité dans le nombre d'offres et on le voit avec un pic. De toute façon, c'est les stats que tu peux voir sur Ardena ou sur Pricelabs quand tu étudies une ville. Tu vois que, alors ça dépend, tu parlais de Strasbourg, Colmar, où tu vas avoir plutôt un pic pour la période de Noël avec les marchés de Noël. Au ski, ça va plus être sur la période hivernale. Toi, ça va plus être sur la période estivale. Chacun va avoir son pic et où chacun va essayer d'en profiter, va mettre un petit bout de logement en location courte durée pour profiter de la manne, entre guillemets. Ça, il n'y a pas de problématique. Et puis après, plus la demande est forte et tout ce qui est rare et cher, les prix augmentent mécaniquement. Ça aussi, c'est un fait. Mais on en revient au prix. Si ton prix augmente trop par rapport à la qualité que tu offres, même s'il y a une pénurie, ça va être problématique. Et on n'a qu'à prendre l'exemple aujourd'hui. Quand tu payes du beurre à 3 euros, non, mais ça reste du beurre. Non, mais et quand tu as l'huile qui est montée, ça restait de l'huile de tournesol. Et la moutarde. Ouais, et la moutarde. Non, mais on parle de moutarde, tu vois. C'est pas un produit de luxe. Tu t'attends pas à payer ta moutarde à 10 balles, tu vois. C'est pas.
les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris à ne plus s'en servir. Donc si en fait on se fracasse à mettre des prix de dingo, bah, un jour les gens ils vont changer leurs habitudes de consommation. On commence à voir, hein, sur des j'en ai vu passer, c'était de la sponsor, des trucs en disant maintenant Airbnb c'est trop cher, passer par un autre truc, je sais plus quoi. Alors, tu sais quoi? Je ne l'ai pas encore testé. J'ai commencé à le tester. Je vous en reparlerai dans un autre épisode parce que c'est tout frais. Home Exchange a lancé il y a 1 semaine et demie. Donc, c'est tout frais, là, fin août. Ils ont lancé un espèce de système à la Airbnb. En D'accord, disant, voilà, ça doit être il y a ça alors. certains des autres Home Exchange qui font, alors ils n'ont pas dit Airbnb, hein, mais qui font la location Ouais. longue durée, courte durée payante. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça vous intéresserait qu'il y ait une plateforme avec Home Exchange? On a eu un petit questionnaire. Je réponds au questionnaire. En fait, c'est pas ce que ça m'intéresse, c'est que ça existe déjà. À la fin du questionnaire, D'accord. bam, ils me l'ont proposé. Mais Ouais. très bien, parce que le pourcentage qu'ils demandent, attends, de souvenirs, c'était pas long, hein, c'était il y a 1 semaine et demie, je l'ai déjà perdu. Je crois qu'ils demandent 6%. Donc, je suis en train de tester, je suis en train de montrer le truc, j'ai mis mes annonces, voir ce que ça donne. Parce que pour le coup, je me dis, ça peut être en attendant. Si c'est des clients et Home Exchange, si des fois, parce qu'il y a des fois, il y a des endroits, moi je sais que là, au mois de juillet, je suis partie avec Home Exchange pour les 14 ans de mon fils à Paris. J'ai galéré parce que dans le sud, en été, à Paris, enfin, il y a des endroits, c'est très dur pour trouver Home Exchange. Tu trouves, mais c'est très dur. Genre, tu fais 80 demandes. Il faut être hyper coriace pour la trouver, ta demande. Et au final, tu lâches et tu réserves un Airbnb parce que tu en as ras-le-bol derrière. Et là, je pense qu'ils veulent jouer là-dessus sur ceux qui en ont marre, à certains endroits, de faire des demandes et de ne pas avoir de réponse derrière. Et donc, pour le coup, de proposer les logements en payant de ceux qui sont sur Home En Exchange. plus, ok. Donc ça, mais Là, j'en connais pas du tout, reparlerai. ouais. C'est... Ouais, je suis en on train de me pourra en creuser le parler, truc. du coup, ouais. Ah, ça pourrait être sympa, ça, Mais en tout cas, voir. je pense qu'au départ, ce que je voulais dire, c'est que c'est une clientèle bienveillante encore. Donc, peut-être qu'on va pouvoir, pendant un temps, surfer là-dessus sur des gens plus sympas et plus cool. Ouais. Et ça, À tu voir. vois, tu me parles de clientèle bienveillante, ça me permet de revenir sur le propos initial de la personne qui était un peu agacée. Et il faut pas oublier un truc, c'est que les clients chiants, il y en a dans tous les secteurs, tout le temps, des gens qui peuvent te faire douter, des gens qui vont être affreux. Et ça, c'est malheureusement, c'est partout. Et à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de clients, cette petite proportion, bah, elle augmente. Enfin, c'est proportionnellement, c'est toujours une petite part, mais plus on voit de monde et plus il y en aura. Mais faut pas que cette petite proportion-là vienne nuire à la grande majorité qui sont soit neutres, soit cool. Parce que des clients cool qui vont vous remonter une problématique en message privé plutôt qu'en message public. Alors qu'ils n'ont rien à y gagner, ces gens-là. Ouais. Hein, moi, je le prends personnellement aussi parce que c'est ce que je fais. J'ai rien à y gagner. Le mec me fait pas une réduction pour revenir. J'ai pas un bon point sur Airbnb ou quoi que ce soit. T'es sympa, en fait, toi. T'as vu? Mais ça, c'est pour les copains. Et du coup, si vous êtes bloqué sur vos gardes avec tous les clients, en fait, ces petits retours, ces petites critiques constructives qui sont apportées de manière amicale et bénéfique, bah, en fait, les gens, ça va les saouler. Soit ils vous les feront plus, soit ils les feront en public. Donc il faut toujours être ouvert pour avoir les critiques en privé, parce que les gens, alors vous aurez toujours ceux qui veulent gueuler, hein, mais franchement, je pense que l'immense majorité des gens transmet l'information de manière directe. Et comme avec Samy, on a eu l'occasion d'échanger quand même pas mal à plusieurs reprises sur ce sujet-là. C'est vrai que quand vous passez par Airbnb, vous êtes assimilé à un groupe professionnel quand vous prenez une réservation en direct, ou via Le Bon Coin, je pense, hein, ça doit marcher encore. Vous êtes assimilé à quelqu'un qui va faire ça. Je loue un appart parce que voilà, je l'occupe, ça m'amuse. Et vous avez moins de vision des gens quand ils passent par Airbnb, avec tous les articles que vous avez dans la presse aujourd'hui qui cassent Airbnb, bah, vous subissez un peu cette image négative. Donc voilà. Mais ne vous fermez pas, parce que sinon, les gens positifs et bienveillants, bah, vous allez vous enfermer aussi. Il est parti là. Mais non, attends, mais je rebondis sur deux choses. Mais les critiques, ça fait partie du business. C'est ça.
Écoute, moi je rebondis sur deux choses. La première, c'est pour vous détendre, c'est que en fait, moi j'ai toujours eu des entreprises et j'ai eu pendant longtemps des salariés. Les salariés, quand tu les as, tu les embauches, tu fais un CDI, tu les as pour longtemps. Donc quand on a un qui est un peu compliqué, tu l'as pour longtemps et c'est compliqué. Et moi, ce que j'aime maintenant depuis que je fais la LCD, c'est que quand il y a un client un peu compliqué, je sais qu'il est là pour 1 nuit, 2 nuits ou 3 nuits. Ouais, Et ouais, c'est hyper cool. Je me dis, moi, dans 3 nuits, je le vois plus jamais. Donc, en fait, ma ouais. réponse, voilà, je suis beaucoup plus cool dans mes réponses. Donc, dites-vous bien ça, la personne, elle est là que pour quelques jours. Vous la reverrez plus jamais. Donc, il faut vraiment se détacher de ça. Vraiment. Et la deuxième chose, c'est au niveau de vos réponses. Alors, s'il y a des messages publics, hein, pas les messages privés, mais s'il y a des messages publics, ça peut arriver des fois qu'il y ait alors, un client qui va vous dire quelque chose et justement parce que voilà, peut-être que votre matelas était de mauvaise qualité. Et là, eh bien, on peut répondre effectivement, on entend ce qu'il a à dire, on lui dit qu'on va remédier à ça et on lui répond, mais mettez bien, enfin, ayez toujours ça en tête que en fait, votre réponse, c'est pas non plus que pour ce client-là, c'est pour tous les autres qui Ceux vont qui lire en veulent. fait. Donc, par exemple, si c'est un client Exactement. qui est, on les appelle haters, nous, je suis community manager, donc on les appelle haters. Ça peut arriver que quelqu'un donc ait une vraie critique, mais tu as des gens qui vont, heureusement, ils sont tout petits, c'est un tout petit pourcentage, mais qui vont pour tout te prendre la tête. Et tu sais que c'est même pas la peine de leur répondre parce qu'ils ne t'entendent pas, ils n'entendent pas la réponse. Et ceux-là, vous prenez pas la tête avec ceux-là. S'il y a un message qui a été mis en public, vous allez répondre, mais pas pour lui, vous répondez pour tous les autres prospects, futurs clients qui peuvent lire votre annonce, quoi, clairement. Non, mais c'est clair. Après, je pense qu'avec une bonne communication avec le voyageur aussi, on, on- on peut, on peut régler pas mal de soucis. Parce que comme tu dis, l'appartement, il peut y avoir un souci dedans, problème de literie, problème d'eau chaude, ça peut arriver aussi. Voilà, et la personne, quand elle nous le dit, si on arrive à lui répondre en s'excusant déjà, je Et pense être que c'est la moindre des réactif, choses, hein, et hein. être Voilà, réactif. être réactif, s'excuser et en disant voilà, que ça va être réglé, et qu'on voilà, et ben moi d'expérience je le vois, hein, ça m'est arrivé et cet été ça m'est arrivé aussi, il y a pas mal de soucis, hein, Maxime, tu sais. Ah ouais. Il y a eu des soucis. J'ai une résidence qui prend l'eau carrément. Il y a plus de fuite d'eau. Enfin bref, canalisation à revoir, etc. Et ben en fait, on s'excuse et ça passe et on le voit même pas dans le commentaire. Dans le commentaire, c'est tout s'est très bien passé, etc. Mais, Autre réactif. Alors que oui, il y a eu des soucis. mais Voilà. il faut aussi se mettre à la place de son voyageur. Ah, tu te rappelles, Samy, parce qu'on voyage aussi, nous, on prend aussi des Airbnb. Alors, Samy n'aime pas quand on critique ses confrères et consoeurs. Mais on s'était pris un logement où la douche ne fonctionnait littéralement pas. On se lavait avec un filet d'eau. On n'a jamais mis une mauvaise note au type. Et le pire, c'est que l'année d'après, quand on est revenu, on a repris le même appartement. Par Et le contre, problème a été réglé. et le problème était réglé. Par contre, si là, la douche avait été dans le même Mais état, vous lui avez envoyé un message quand même pour lui dire en voilà, off, on quoi. lui avait envoyé un Ouais. message en privé en lui disant la douche, on ne sait pas si c'est habituel ou si c'est ponctuel, mais voilà, elle marche plus. On n'a pas demandé de remise, ça nous semblait pas logique. Par contre, on serait resté pour une semaine et la personne ne serait pas intervenue. Oui, là, ça aurait peut-être été problématique. Mais pour une nuit, bah nous aussi. Donc, il faut se mettre à la place du voyageur entre un problème sur lequel vous pouvez agir et il faut être en capacité de répondre, et un problème sur lequel vous ne pouvez rien faire et où la personne clairement elle vous lynche pour rien et de toute façon elle va pas prendre en considération son retour. C'est ça. Donc voilà. Bon, ça a mis peut-être une conclusion parce que sinon après. Premier épisode, 48 minutes, on est pas mal, hein, on est pas mal. J'espère que ça va plaire en tout cas. Bon voilà, après l'idée c'est de débattre sur certains sujets. On est parti un peu sur d'autres sujets, mais je pense que ça sera intéressant d'en parler dans d'autres épisodes. La communication voyageur, les avis clients, etc. Ça sera intéressant parce qu'en fait, pareil, rapidement, mais si vous ne demandez pas le 5 sur 5, en fait, les gens ne savent pas à quel point c'est important. Enfin, les voyageurs ne savent pas à quel point c'est important d'avoir du 5 sur 5. Ils pensent qu'un 4 sur 5, pour des personnes, 4 sur 5, c'est très bon. Alors qu'en fait, pour Airbnb, c'est mauvais. Et si vous ne demandez pas à la personne de vous laisser 5 sur 5 si elle était satisfaite, ils le feront peut-être pas ou ils mettraient peut-être un 4 avec un très bon séjour. Enfin, voilà. Hein.
Donc moi, depuis que je fais ça, que je demande le 5 sur 5, j'ai clairement des retours. Enfin, Là, on parle vois la d'Airbnb, différence. mais Je on vois. pourra parler de la Mais il y a différence. Booking. Airbnb et Booking, Enfin, quoi. Booking, c'est en fait, beaucoup plus compliqué. en fait, Airbnb, pour nous, c'est la location courte durée. On parle d'Airbnb, mais c'est la location courte durée en général. Hein. Et d'ailleurs, sur ce podcast-là, on va parler de la location courte durée en général. Donc, pour conclure, voilà, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se professionnaliser. Enfin, je pense, hein, on est d'accord avec ça. Bien sûr qu'il ne faut pas être, comment dire, faut pas être au service quand même. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, faut être au service, mais pas être esclave, en fait, du client. Il faut donner les se limites. professionnaliser sans se déshumaniser. Il faut pas lécher les bottes de tous les voyageurs, quoi. Faut pas répondre à leur moindre désir, parce qu'il y en a qui vont en abuser. Il y en a qui vont clairement en abuser. Mais il faut être quand même à l'écoute. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez raconter Non, mais on va garder la suite. Un petit teasing par rapport au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Parce que le prochain épisode, c'est un épisode que je vais animer seul cette fois-ci. Vous ne serez pas avec moi. Mais j'étais en interview à Montbéliard. Je vais vous parler, je ne vais pas tout vous dire là, hein, parce qu'il faut le teaser quand même. Mais je vais vous parler de location courte durée, bien sûr, avec Greg de chez Greg Imo, où lui ne vit que de ça. Il en a plus d'une trentaine. Certains en nom propre, beaucoup d'autres en sous-location, parce qu'il avait à un moment donné, les banques lui ont dit stop. Et alors là, il y a petite cerise sur le gâteau, il fait quelque chose en sous-location, donc une LCD, j'y aurais pas pensé. Et depuis que je l'ai interviewé, ça me titille de faire ça à Strasbourg, vraiment, ou dans une autre ville. Donc je vous en parlerai parce qu'on n'en parle jamais. Et je sais pas, il y a peut-être un filon là, il y a un truc à creuser. Donc il faudra m'écouter. Écoute, c'est bien teasé. Bon, sur ce. Ciao. À plus. Ciao. Ciao. Au prochain épisode. Bye bye. Bye.